Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma femme est morte à cause de ce sapin de Noël. Le regard fixé sur l'arbre, un verre de whisky à la main, Pete se réjouissait à l'idée que cette année serait différente de la précédente. Il avait vécu la période la plus étrange de sa vie. Mais il avait vraiment l'impression que les choses finissaient par s'arranger. Et quel meilleur moment pour cela que Noël. Une période qu'il aimait plus que toute autre. D'une certaine manière, l'année écoulée lui avait semblé une éternité. D'une autre, elle avait passé en un clin d'œil. Mais quoi qu'il en soit, il était heureux de la voir se terminer. En regardant le sapin de Noël, dont les belles lumières projetaient une teinte chaude dans la pièce, et la neige qui tombait doucement dehors alors que le soleil se couchait, Pete se mit à penser à l'année écoulée, à sa fille Lana et à sa femme Jeannette. Tout avait commencé par un mois de décembre tout à fait normal, 12 mois plus tôt. La petite ville où il vivait était recouverte d'une épaisse couche de neige. Les habitants passaient la plupart de leur journée à déneiger leur allée, et la femme de Pete était partie pour l'une de ses promenades habituelles. Elle était partie depuis quelques heures, mais même si Jeannette était entièrement dévouée à sa famille, elle avait tout de même besoin de moments pour elle-même, pour se vider la tête. Pour réduire le stress causé par un mari aimant mais désorganisé, et une petite fille gentille mais qui aimait tester la patience de ses parents autant que possible. Lorsque les tensions de la vie domestique assombrissaient ses sentiments ou commençaient à peser sur son moral, Jeannette sortait par la porte arrière et se promenait dans les champs et les bois qui caractérisaient toute la région, marchant un moment parmi les pins qui parsemaient le paysage. Il n'était donc pas rare qu'elle s'absente pendant de longues périodes, d'autant plus que c'était à cette époque de l'année qu'elle se chargeait de choisir le sapin de Noël. Peu importe à quel point Pete ou Lana lui proposaient leur aide, c'était la tâche de Jeannette. Elle adorait cette tradition, le processus consistant à choisir le meilleur sapin possible, à le couper, puis avoir les sourires radieux sur les visages de sa famille, qui emportait joyeusement le sapin à l'intérieur et le décorait de guirlandes scintillantes, de lumières chaudes et brillantes, et d'une multitude de boules de Noël. La petite famille vivait dans une ville des Highlands, loin de toute grande ville. Mais Jeannette et le reste de sa famille adoraient leur maison. Ils aimaient sa simplicité, le sentiment de faire partie intégrante d'une communauté soudée, et bien sûr, le cadre magnifique, luxuriant pendant l'été écossais, et froid, vif, austère, mais néanmoins impressionnant en hiver. Mais surtout, elle aimait les pinettes voisines, en particulier un groupe d'arbres situé au sommet d'une petite colline à quelques pas de la maison. L'endroit idéal pour choisir un sapin de Noël. Elle y retournait chaque année. Et même si leur nombre diminue en raison de la présence de quelques autres voisins qui s'y rendaient dans le même but, il y avait suffisamment d'arbres pour durer de nombreuses années. Au bout de 3 heures, Pete commença sérieusement à s'inquiéter, car cela faisait plus longtemps que d'habitude, et comme la nuit tombait, il décida de sortir, demandant à Lana de fermer les portes à clé derrière lui et lui disant qu'il ne serait pas long. Lana rit lorsqu'il lui dit qu'il s'attendait à ce que maman se débatte dans la neige avec un énorme sapin, plus grand que tous ceux qu'ils avaient jamais eus. Pete adorait voir l'excitation sur le visage de sa fille à cette période de l'année, et il lui dit de regarder par la fenêtre de sa chambre pour voir ce qu'il ramènerait. Sur ce, elle courut avec enthousiasme vers l'escalier et se précipita vers sa fenêtre avant qu'il n'ait à la rappeler pour qu'elle verrouille la porte. Pete, en contemplant ce magnifique arbre, se souvenait de cette nuit comme si c'était hier. La neige était craquante sous ses pieds et crissait alors qu'elle commençait à geler. De petits flocons tombaient parfois du ciel, mais les empreintes de Jeannette restaient visibles. Même sans elle, Pete savait où elles allaient. La colline où Jeannette retournait chaque année n'était qu'à 40 minutes de marche. Elle y choisissait un sapin. En fait, elle en choisissait parfois 2. L'un d'environ 2 mètres, l'autre un jeune arbre d'environ la moitié de cette taille, si elle en trouvait un qui convenait. Il était parfois difficile de trouver des arbres plus petits,
car il semblait rare dans cette région. Tout le monde dans la ville semblait aimer l'idée d'avoir un petit sapin dans la chambre de ses enfants, alors les gens grimpaient là-haut avec une hache et prenaient ce qu'ils voulaient, ce qui faisait qu'il n'y en avait plus beaucoup à disposition. Lana avait trouvé triste à un moment donné de couper et de tuer des arbres juste pour que les gens puissent les regarder. Mais Pete lui a expliqué qu'il s'agissait d'une tradition et qu'il était sûr que d'autres repousseraient. Avec le temps, elle oublia cette protestation et attendit avec impatience les années où elle pourrait en avoir un. S'il était impossible de trouver un petit sapin, ils en avaient un magnifique artificiel qui trônait à sa fenêtre. Secrètement, elle l'aimait tout autant. Mais comme son père l'avait dit, la tradition, c'est la tradition. Le plus grand sapin serait placé dans le salon et décoré d'une multitude de boules, de décorations scintillantes et de lumières en tout genre. L'autre sapin, dans la chambre de Lana, serait recouvert de neige artificielle en spray et décoré de sucre d'orge et de chocolat suspendu. Même si on lui avait toujours dit qu'elle ne pouvait qu'en manger un par jour avant d'aller se coucher. Bien sûr, elle enfreignait parfois cette règle et espérait simplement que personne ne le remarquerait. Jeannette s'en rendait toujours compte, mais elle fermait les yeux. Après tout, Noël était la plus belle période de l'année, et elle était si courte. Alors que Pete s'approchait de la colline, il sentait que quelque chose n'allait pas. Il le sentait au plus profond de lui-même. Au fur et à mesure qu'il grimpait, la neige commençait à tomber plus abondamment et le ciel s'assombrissait. Debout au sommet, un calme s'installa. Interrompu momentanément par le bruit presque audible des flocons de neige qui tombaient doucement sur le sol. Il suivit les empreintes avec détermination, sachant que si la neige continuait de tomber, il serait presque impossible de retrouver Jeannette. Le crépuscule tomba, recouvrant tout d'un voile bleu foncé, tandis que le gel commençait à piquer ses joues désormais roses. Les empreintes serpentaient à travers les immenses pins, s'arrêtant finalement à côté d'un arbre merveilleusement épais et vigoureux. Un arbre qui convenait parfaitement à leurs besoins, de taille idéale, haut de près de 2 mètres, d'un vert profond et éclatant, avec une abondance de branches et de pins qui rendait presque impossible de voir à travers son feuillage dans une telle lumière. Mais Jeannette était introuvable, et pour autant que Pete puisse en juger, il n'y avait aucune trace dans la neige menant dans aucune direction. Elle était très certainement passée par là, mais où était-elle allée ? C'était à la fois déroutant et inquiétant. Cela semblait impossible, mais les empreintes étaient bien là. Les 2 dernières empreintes de Jeannette gravées dans le sol. Mais la neige tout autour était vierge, intacte et dépourvue de tout signe de vie. C'était comme si elle venait de disparaître dans la nuit. En regardant la base de l'arbre, Pete passa ses doigts sur une profonde entaille dans son tronc. Il n'y avait aucun doute. Jeannette avait donné quelques coups de hache. Puis, pour une raison inconnue, elle était partie. Ou peut-être était-elle passée à un arbre qu'elle jugeait plus approprié. Mais non, cet arbre était parfait, c'est impossible. Mais il n'y a pas d'autre explication, ça devait être ça. Elle avait dû passer à autre chose. Peut-être qu'une rafale de neige imprévisible et bizarre avait recouvert ses traces. Oui, Pete se dit que ça devait être ça. Mais il savait que c'était un vœu pieux. Il vivait là depuis des années et pendant tout ce temps, il n'avait jamais vu une telle chose. C'est alors qu'il l'aperçut. À quelques mètres de là, gisant dans la neige, se trouvait la hache de Jeannette. Il se précipita vers l'objet, trébuchant une fois dans la neige profonde. Se relevant, il n'y avait plus aucun doute. Oui, elle était partiellement recouverte de neige, mais c'était bien la hache de Jeannette. Elle gisait là, tout comme les empreintes de pas, isolées, mais sans aucune trace humaine. C'était comme si l'outil avait été lâché d'une grande hauteur. Mais Pete ne se souciait pas de spéculer. Un sentiment d'inquiétude grandissant envahit son esprit, car l'idée que Jeannette soit blessée quelque part augmentait son anxiété. Il cria plusieurs fois le nom de sa femme, mais n'obtint aucune réponse, tandis que l'obscurité commençait à s'installer. Si elle était blessée,
Il devrait donner l'alerte et demander à la ville de la rechercher, avec l'aide des secours en montagne. Elle ne survivrait pas longtemps dans la neige, dans ce froid glacial. À cette pensée, la panique grandit. L'inquiétude, la peur, la douleur que seul l'amour peut faire ressentir. Une lampe torche à la main, il continua dans la direction que lui avait indiquée la hache. En entrant dans une épaisse forêt de pins, il remarqua des branches cassées jonchant le sol, comme si quelque chose était passé là à toute vitesse, les déchirant et les brisant sous l'impact. Peut-être que Jeannette avait couru par là. L'ampleur des dégâts semblait toutefois trop importante pour avoir été causée par une seule personne. S'il s'était trouvé dans un autre pays, il aurait pensé qu'un ours était dans les parages. Mais ceux-ci avaient été chassés jusqu'à l'extinction en Écosse depuis longtemps, tout comme les loups et les autres prédateurs. Pendant un instant, sa lampe torche refléta quelque chose qui se précipitait sous un buisson, mais cela ressemblait davantage à un insecte qu'à autre chose, et c'était bien trop petit pour causer une telle dévastation. Pete ajusta son écharpe, essayant de se couvrir le visage alors que le gel se faisait plus intense. Mais au moment où il le faisait, quelque chose attira son attention, quelque chose sur le sol. En éclairant avec sa lampe torche ce qu'il avait d'abord pris pour un animal mort, il découvrit le corps recroquevillé de Jeannette, immobile sur le sol. Une crise cardiaque, dirent-ils. Une crise cardiaque. Mais Pete avait vu son visage. Il avait vu ses yeux autrefois si remplis de gentillesse, fixés dans un regard glacé, froid, vitreux, noir de peur. Ses mains étaient serrées devant elle, et le médecin légiste a dit que c'était tout à fait normal pour une personne ayant subi une crise cardiaque aussi grave à des températures aussi basses. Tout comme l'expression déformée de son visage, bien qu'à cette mention, Pete ait vu une lueur dans les yeux du médecin légiste qui trahissait son incompréhension face à cette expression. Une expression que Pete n'oublierait jamais. Sa chère Jeannette, l'amour de sa vie, la mère de sa fille, mourant seule dans le froid, les lèvres retroussées sur les dents dans une agonie, figée dans un rictus inhumain. Toute cette épreuve l'avait dévastée. Sans leur fille Lana, sans la nécessité de subvenir à ses besoins avant les siens, Pete aurait trouvé cela presque impossible à surmonter. Les 12 derniers mois avaient été remplis de souvenirs douloureux. Comme dans tout deuil, la première fois que l'on fait quelque chose que l'on partageait auparavant avec cette personne rend la douleur plus vive. Le premier Noël, le premier jour de travail, la première marche vers l'école, la première réunion de famille. Tous les visages étaient marqués par l'inquiétude, accompagnés des traditionnelles phrases bien intentionnées mais vides de sens. « Comment vas-tu ? Ça a dû être tellement difficile. » Ou bien « Si je peux faire quoi que ce soit. » Aider sa fille à surmonter la perte de sa mère était tout ce qu'il avait pour être sûr de pouvoir affronter le jour suivant. Mais cela avait désormais pris fin. Ils avaient traversé l'horreur, le déni, les repas silencieux, les cris de désespoir solitaires dans la nuit, les anniversaires vides et sombres. Ils avaient tout traversé. Toutes ces premières fois étaient terminées. Cela faisait plus de 12 mois que Jeannette était décédée, et Pete se sentait presque exalté par cela. Elle lui manquait toujours tous les jours. La douleur ne le quitterait jamais vraiment. Mais le sentiment d'accomplissement, de force, quelque chose qu'il pensait avoir perdu, tous ces sentiments qu'il avait endurés le remplissaient pour la première fois de pensées pour l'avenir. Des pensées que la vie continue bel et bien, même lorsque nos êtres chers nous ont quittés. Et qu'en était-il de sa magnifique fille, sa chère et gentille Lana? Il s'était peut-être senti obligé de l'aider à traverser cette année, mais son empathie et sa force l'avaient laissé admiratif. Des qualités qu'une personne aussi jeune n'avait pas le droit de posséder, mais qui étaient néanmoins présentes heureusement. Quand elle avait pleuré, il avait été là. Et à plusieurs reprises, alors qu'il était allongé en sanglotant, fixant le vide de son lit double pendant la nuit, Lana se réveillait et venait se glisser à côté de lui, et ils pleuraient ensemble jusqu'à ce qu'il s'endorme. Elle était son roc,
Et bon sang, elle allait passer le meilleur Noël de sa vie. Pete avait tout prévu. Il avait dépensé une fortune pour lui acheter tous ses cadeaux imaginables. Il avait rempli la maison de tous les plats et friandises qu'elle aimait. Et les parents de Jeannette ainsi que les siens allaient prendre l'avion pour venir passer le réveillon de Noël avec leur courageuse et adorable petite fille. Il avait également organisé une soirée pyjama pour les amis de Lana le lendemain de Noël, comme elle l'avait supplié. Elle ne demandait jamais grand-chose, mais cette année pour Noël, elle aurait plus qu'elle ne pouvait imaginer. La maison était parfaite, mais il ne restait qu'une seule chose à faire. Une chose dont Pete rêvait depuis la nuit où il avait trouvé le corps de Jeannette. Elle avait choisi cet arbre. Il allait trôner dans leur salon, décoré de toutes sortes d'ornements. C'était sa raison d'être, sa raison d'exister. Jeannette n'avait jamais fini de couper ce fichu arbre. C'était en quelque sorte son dernier geste, et Pete allait s'assurer qu'il soit accompli. À la date d'anniversaire de sa mort, il erra dans la neige, serpentant entre les pins jusqu'à ce qu'il se retrouve au pied de cette petite colline sinistre. Le soleil brillait et il ne faisait pas aussi froid que la nuit où Jeannette était morte. Mais chaque pas était accompagné d'un malaise au creux de l'estomac de Pete. Chaque foulée lui rappelait de façon morbide l'année précédente et ce terrible chagrin dans la neige. Marchant vers son sommet, il se rendit d'abord à l'endroit où Jeannette avait trouvé la mort, et il observa la scène. Debout à l'endroit où son corps avait gîté, Pete essuya les larmes qui coulaient de ses yeux et posa une petite figurine du Père Noël sur le sol, l'enfouissant dans la neige. Elle avait toujours été suspendue aux branches de chaque sapin de Noël et était sa décoration préférée. Il semblait donc normal qu'elle repose auprès d'elle. Après quelques minutes de marche pénible, il l'aperçut. L'arbre était toujours debout, ce maudit arbre. Comme s'il était assoiffé de vengeance, Pete sortit la hache de Jeannette de son sac à dos et se précipita vers le pin. Il frappa et coupa l'entaille que Jeannette avait fait l'année précédente, l'approfondissant à chaque coup, avec toute la force qu'il pouvait y mettre. L'arbre gémissait et craquait comme s'il souffrait, mais Pete s'en moquait. Cet arbre était le dernier souvenir de la mort de Jeannette. Quoi qu'il se soit passé cette nuit-là, c'était à cause de cet arbre. Aussi fou que cela puisse paraître, tout cela avait du sens pendant un moment. Puis la clarté fut obscurcie par la réalité banale. Elle était simplement morte de cause naturelle. Dans un grondement de bois craquelé, cédant sous son propre poids, l'arbre s'effondra, vaincu. Après avoir attaché une corde autour de son tronc et utilisé de la ficelle pour relier ses branches vers l'intérieur, Pete traîna ce souvenir, ce pilier froid et brutal de la nature, à travers la neige, l'herbe et le gravier, jusqu'à sa porte arrière. Il avait gagné. Sans se soucier de la moquette ou des meubles, il traîna l'arbre dans les escaliers jusqu'à l'intérieur de la maison et le plaça devant la fenêtre du salon. Le calant à la verticale dans une vieille souche en bois qu'il utilisait chaque année comme support. À bout de souffle et couvert de sueur, il recula pour regarder l'arbre qui se dressait fièrement au-dessus de tout ce qu'il surveillait. « Tu as bien choisi, mon amour, tu as bien choisi », se disait Pete. Il retint ses larmes et attendit que Lana rentre de chez ses amis. Pete mit un vieux film de Noël à la télévision pendant qu'ils décoraient le sapin ensemble, chantant, riant et formant une famille. Il y eut des moments, des regards furtifs où leurs yeux se croisèrent. Un regard qui trahissait une douleur profondément enfouie. Un regard qui disait « Elle me manque aussi ». Mais c'était Noël, et les moments de chagrin passèrent, atténués par de longues périodes de bonheur et d'attention. Le contentement caressait les sourires d'une oreille à l'autre, et l'esprit festif remplissait à nouveau cette maison qui avait trop longtemps été le théâtre de pertes et d'angoisse. À la tombée de la nuit, après que Lana se soit couchée, plus tôt que d'habitude car l'excitation l'avait épuisé, Pete décida de se récompenser pour les efforts de la journée. Il tamisa les lumières, se servit un grand verre de whisky, s'assit sur le canapé du salon et contempla le sapin. Drapé de guirlandes clinquantes et orné de lumière de Noël d'un blanc éclatant, il était vraiment magnifique.
Le plus beau sapin qu'ils aient jamais eu. « À ta santé, ma belle », dit Pete en levant son verre vers le ciel dans un geste symbolique. En regardant le sapin de Noël, dont les lumières projetaient une teinte chaude dans la pièce, et la neige qui tombait doucement dehors alors que le soleil se couchait, Pete se mit à penser à l'année écoulée, à sa fille Lana et à sa femme Jeannette. Le temps passait lentement tandis qu'il pensait à tout ce qui avait disparu, à la façon dont ils étaient arrivés à ce moment à travers la douleur et la souffrance, mais maintenant, avec l'espoir d'un avenir meilleur, rempli d'au moins une brève possibilité de joie. La lueur du sapin se reflétait sur la fenêtre, mais elle pénétrait suffisamment loin pour illuminer la neige désormais épaisse et floue qui tombait silencieusement sur le sol à l'extérieur. La pièce restait sombre, mais les lumières baignaient subtilement tout d'une chaude lueur de Noël qui, accompagnée de la lueur orange du feu, ne faisait que cultiver encore plus l'anticipation de Noël. Pour la première fois depuis 1 an, Pete était heureux. Mais quelque chose le dérangeait. Il y avait une légère appréhension, une légère irritation au fond de son esprit. Quelque chose qui gâchait le spectacle. En sirotant son whisky, jetant un coup d'œil à toute la pièce, il comprit enfin quel était le problème. 2 des lumières du sapin de Noël clignotaient de temps en temps. Pas constamment, mais assez souvent pour être perceptibles et surtout agaçants. Après avoir fini son verre, Pete se leva, sentant désormais ses muscles endoloris par l'effort fourni pour traîner cette chose depuis la colline jusqu'à chez lui. En s'approchant de l'arbre, il constata que les lumières clignotaient effectivement, mais qu'elles avaient quelque chose d'inhabituel. Elles semblaient plus profondes que les autres, comme si elles provenaient du tronc plutôt que des branches. Une fois de plus, Pete fut frappé par l'obscurité qui régnait à l'intérieur de l'arbre. Même en présence de nombreuses lumières placées dessus, il ne pouvait pas scruter ou voir correctement entre les branches. Même les 2 lumières situées le plus profondément derrière les pins ne semblaient pas éclairer leur environnement. Le verre glissa de ses doigts et se brisa sur le sol. Les lumières fonctionnaient bien. Elles ne clignotaient pas du tout. Mais le clignotement occasionnel de 2 yeux parmi les branches avait suffi à attirer son attention. Il se figea sur place. C'était comme si la pièce était devenue plus sombre. Quelque chose bougeait entre les pins, entre le bois noueux et la surface poreuse et rayée. Quelque chose vivait là-dedans. Un sentiment de paralysie totale s'empara de lui. Ses pieds fermement collés au sol, alors que les 2 yeux s'avançaient lentement. Dans un craquement et un grincement, un visage se révéla entre les branches couvertes de pins, comme s'il s'échappait de son poing le plus viscéral. Recouvert de moisissures, ancien, ses traits étaient tordus par la rage. La peur envahissa Pete. Son cœur battait de plus en plus vite alors que le visage se rapprochait. Ses yeux dépourvus de pupilles désormais noyés dans un jaune affolant. Et en dessous, 2 jambes fines recouvertes de mousse se cambraient entre les branches. Dans un craquement et un claquement, la créature se redressa et se tint debout dans toute sa terrible splendeur devant l'arbre. Il faisait maintenant nuit noire dehors, et Pete aurait pu se rendre compte que cet animal, cette créature, cette chose, était de nature nocturne. Mais il se sentait impuissant face à son regard. Son cœur fit un bond. Il ressentit d'abord une palpitation, puis une douleur brûlante dans son bras gauche. Il se serra la poitrine, mais ses pieds restaient collés au sol et il lui était impossible de détourner les yeux de ses yeux jaunes sans iris. Son regard se rapprocha encore, et dans la douleur qu'il lui causait, Pete sut qu'il allait mourir. Il serait retrouvé comme Jeannette, froid, le visage déformé. Il deviendrait la 2e victime de ceux qui vivaient parmi les pins de cette colline. La douleur était désormais insupportable, mais la paralysie l'empêchait de crier. La faible lumière provenant de la cheminée éclairait désormais sa tête. Allongée d'un côté et palpitante de l'autre, son visage dominé par un grand trou sombre qui semblait avoir remplacé sa bouche et son nez. Un trou dans lequel aucune lumière ne pouvait pénétrer.
alors que sa tête couverte de furoncles se penchait vers la sienne et que le trou dans son visage touchait presque sa bouche, un rictus involontaire tira les lèvres de Pete vers le haut pour révéler ses dents, tandis que son visage se déformait dans une position tout à fait anormale. Puis, ce mot unique. Un mot si puissant, si pur que même les intentions les plus maléfiques pouvaient être dissipées par lui. « Papa ?» Avec un craquement de bois, la créature ressembla à une gargouille, tourna son large regard jaune vers Lana. Debout au bas de l'escalier dans son pyjama, son cri résonna dans la nuit. Les bras tendus, ses doigts impairs bougeaient par saccades, tandis que ses jambes couvertes de mousse grinçaient, la portant vers elle dans un mouvement déséquilibré particulier. Lana était désormais paralysée par son regard, et à chaque pas qui la rapprochait, son visage se déformait davantage, et la douleur dans sa poitrine la conduisait au bord de l'inconscience. Aussi intense que fut son regard ancien, il était concentré. Tellement concentré qu'il ne remarqua pas Pete qui rampait sur le sol vers la cuisine. Les mouvements hésitants de la créature en bois la faisaient ressembler davantage à une marionnette qu'à un être autonome. Et lorsqu'elle atteignit Lana, elle prit son visage entre ses mains inégales et la fixa de ses yeux écarquillés et sans pupille. Des larmes coulaient sur ses joues. Le bruit de pas en courant emplit l'air. Et alors qu'elle se tordait pour voir ce qui se passait, un craquement retentit lorsque Pete courut sur le canapé, sautant haut dans les airs et enfonçant profondément la hache de Jeannette dans sa colonne vertébrale. Il n'y eut ni sang, ni jet de sang. Mais une nuée d'insectes inconnus s'échappa de la blessure. Au lieu d'un hurlement de douleur, la créature émit une série de cris et de cliquetis étranges, avant de jeter Pete à terre et de défoncer la porte arrière. Le père de Lana se lança à sa poursuite, mais c'était impossible, car la créature en bois se déplaçait à une vitesse inimaginable, glissant sur le sol à chaque foulée, sans laisser d'empreinte dans la neige. Après une visite à l'hôpital le plus proche, Lana et son père ont tous deux reçu un certificat de bonne santé, mais ils ne sont jamais retournés dans cette maison, remplis de souvenirs des bons moments, des moments heureux, d'une mère, d'une épouse, d'une âme gentille, des anniversaires, des mariages et bien sûr de Noël. Pete ne savait pas ce qu'était cette créature, si elle était vivante, morte ou quelque chose d'autre totalement inconcevable pour l'esprit humain. Mais il s'est fait une promesse solennelle à partir de ce moment-là. Il ne couperait plus jamais un arbre, ne décorerait plus jamais de sapin de Noël et ne se réjouirait plus de son apparence alors qu'il mourrait, car peu importe leur beauté, peu importe la chaleur qu'ils peuvent apporter, peu importe à quel point ils peuvent faire penser à Noël, on ne sait jamais ce qui peut vivre à l'intérieur.